Lizzie présente Les Dépossédés de Ursula K. Le Guin. Lu par Renaud de Hédin. Préface de David Meulemans. Au début, il y a un mur qui entoure et cerne un spatioport. Ce mur figure un ici et un ailleurs. Il figure une frontière politique, morale. Il figure un seuil au moment de partir à l'aventure, mais aussi un rempart qui nous protège. Il est un rappel de la nécessité de toujours discerner ce qui dépend de nous d'avec ce qui nous échappe. Enfin, un mur ne bouge pas. Il est là et attend. Comment un roman qui s'ouvre sur la description peu spectaculaire d'un mur a-t-il pu faire rêver des générations de lectrices et lecteurs? Car ce roman est un succès à bien des égards. Ainsi, en 1974, Les Dépossédés remportent aux États-Unis le Hugo et le Nebula du meilleur roman. Exploit qu'Ursula K. Le Guin, 1929-2018, avait déjà accompli en 1970 avec La main gauche de la nuit. Le Hugo est remis par les participants à la World Science Fiction Convention et le Nebula est attribué par la Science Fiction and Fantasy Writers of America, SFWA. En cela, Le Guin est reconnu à la fois par les lecteurs et par ses pairs pour son 9e roman publié. En ce sens, elle est alors la grande romancière américaine de SF, elle qui n'a commencé à publier qu'en 1964. Avec le temps, son aura ne fera que croître et il peut être intéressant de se demander comment ce texte, au-delà de sa réception élogieuse lors de sa publication, a conservé une originalité et une force qui expliquent son succès continu jusqu'ici et sans doute son succès demain. Le roman nous parle de 2 planètes, Uras et Anarès. Sur Anarès, des colons ont établi il y a 200 ans une société anarcho-communiste, utopique, après avoir quitté Uras, une société capitaliste et inégalitaire. Notre héros, Chevek, quitte Anarès en franchissant le mur qui entoure le spatioport pour se rendre sur Uras et établir une éventuelle coopération scientifique avec ce monde qui représente à la fois un passé éloigné de l'humanité d'Anarès et une possibilité politique permanente de l'humanité. Dans cette ouverture, Ursula K. Le Guin réactive 2 types de récits classiques. Le récit de voyage à visée satirique, dont l'exemple le plus connu est Les Voyages de Gulliver, 1726, de Jonathan Swift, et l'utopie, genre dont le nom vient d'un livre séminal, L'Utopie de Thomas More, publié en 1516. Il faut noter à cet égard que le genre de l'utopie, qui a connu une immense fortune dans le domaine anglophone jusqu'aux publications d'un Regard en arrière d'Edward Bellamy, publié en 1887, et immense succès aux États-Unis, et des Nouvelles de nulle part de William Morris en 1890, est un genre qui connaît un vif déclin au XXe siècle, où il est comme supplanté par son inversion, la contre-utopie. Contre-utopie que nous nommons parfois dystopie, adoptant ainsi un terme initialement anglais. Sans doute une manière de remarquer que les plus grandes œuvres de ce nouveau genre, à l'exception de Nous, du russe Eugène Samiatin, 1920, sont des œuvres de langue anglaise. Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, 1932, et 1984, publié en 1949 par George Orwell. Dans ces récits, on ne cherche pas à décrire les vertus d'une utopie, d'une organisation politique parfaite, mais plutôt à montrer les limites des systèmes utopistes qui tendent à écraser les besoins subjectifs des individus. Ces limites peuvent être les limites du totalitarisme soviétique, comme les limites d'une société capitaliste extrême, où l'individu devient soit un numéro, soit une marchandise. Le fait est que quand Le Guin se lance dans l'écriture de romans, la mode n'est plus à l'utopie. Mais la romancière américaine ne va pas produire une dystopie ou contre-utopie. Elle préfère parler d'utopie ambiguë pour désigner son texte. Mais de quelle ambiguïté est-il question dans Les Dépossédés? Pour le savoir, il faut revenir à la genèse de ce roman. L'écriture des Dépossédés a d'abord pris la forme d'une nouvelle, assez médiocre selon le propre mot d'Ursula K. Le Guin. Cette première ébauche n'a pas cependant détourné Le Guin de ce projet d'écriture, tant elle avait la certitude qu'il y avait, dans ses premières pages, le germe d'une histoire intéressante. Mais elle n'y est revenue qu'après 2 nécessaires détours. Tout d'abord, Le Guin est resté comme étonné par sa propre opposition à l'intervention de son pays au Vietnam, comme intrigué par son incapacité à passer,
par lassitude ou impuissance, à une autre cause, dont le succès semblerait moins improbable. En effet, au début des années 1970, les États-Unis semblent enlisés et déterminés à davantage encore s'enliser dans cette guerre. Pour le gain, la violence éclatante et l'impérialisme sans complexe de cette aventure militaire américaine ne passaient pas. Ensuite, le deuxième détour, provoqué par le premier, fut un long cycle de lecture. Après tout, les grands écrivains sont avant tout de grands et fins lecteurs, et l'œuvre de Le Guin contient de nombreux comptes rendus de lecture, d'études sur les autrices et auteurs qui l'ont passionnée. Ainsi donc, elle entreprend une série de lectures sur le pacifisme, puis les utopies. Très vite, elle lit Gandhi, 1869-1948, le père de l'Inde libre, Paul Goodman, 1911-1972, un écrivain et penseur anarchiste américain, et enfin Pierre Kropotkin, 1842-1921, le théoricien russe de l'anarcho-communisme. De son propre aveu, Le Guin ressent pour ces auteurs une profonde affinité, bien qu'ils fussent issus de traditions bien distinctes de sa propre filiation intellectuelle. En fait, elle perçoit en eux une analogie remarquable avec un des auteurs qu'elle lit depuis son enfance et connaissait avant même de pouvoir lire. Lao Tse, ou Lao Tzu, le penseur chinois du 5e siècle avant notre ère, considéré rétrospectivement comme le fondateur du taoïsme. Le Guin raconte que son père, Alfred Louis Kroeber, 1876-1960, avait toujours dans sa poche un exemplaire en anglais, traduction de Paul Carus de 1898, du grand texte attribué au philosophe chinois, le Tao Te Ching. Il faut noter que la réception du taoïsme par les savants occidentaux au XIXe siècle a procédé à une sorte de création ou recréation de cette pensée chinoise, en accentuant sa cohérence et en la transformant en une philosophie dépouillée de ses éléments spirituels et religieux. Le Guin va, de son adolescence à sa mort, être travaillé par cette philosophie et par un recours constant au texte fondateur, qu'elle ira même jusqu'à retraduire. Elle va éviter l'écueil, toujours séduisant pour les Occidentaux, de l'orientalisme. Se définissant comme inconstamment taoïste et constamment non chrétienne, elle va redonner à ce courant intellectuel son universalisme et sa puissance politique qui procède d'une compréhension fine de la psychologie humaine. En cela, le taoïsme partage avec les philosophies occidentales une intuition commune, la nécessité d'observer la nature pour la comprendre, et pour éventuellement agir dessus. Or, la nature est double. Elle est le monde naturel qui nous entoure et les forces qui nous structurent en notre fort intérieur. L'observation de ce qui nous est extérieur montre comment la nature... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.